Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à cette vidéo consacrée à TypeScript. TypeScript, c'est un superset de JavaScript, autrement dit c'est une sorte de pseudo-langage basé sur JavaScript et qui va, grâce à un compilateur, se compiler en JavaScript pur, pouvant fonctionner sur n'importe quelle plateforme, que ce soit navigateur ou Node.js. L'intérêt majeur de TypeScript par rapport à du JavaScript standard, en fait il y en a deux. Le premier, c'est TypeScript, c'est un superset de JavaScript qui utilise du typage statique. Et donc le typage statique, c'est le fait de dire que quand une variable a un type de données défini, que ce soit chaîne de caractères, nombre, etc., ce type de variable ne peut pas changer. Et donc ce typage statique permet plus de sécurité dans le code, moins de bugs, puisqu'on sait toujours quel type de données correspond à quelle variable, ou alors quel type de données doit aller dans telle ou telle fonction, et plus de productivité parce que on a de meilleures annotations, d'une meilleure autocomplétion dans les éditeurs qui supportent TypeScript. Et puis l'autre intérêt, c'est de pouvoir utiliser des features d'ECMAScript 2015, donc les générateurs, les classes, etc., directement dans le code sans avoir à utiliser un outil comme Babel. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai créé un dossier dont un fichier index.html quasiment vide qui contient juste index.js. Ici, donc une balise script avec un src qui pointe sur index.js et un fichier index.ts qui contiendra le code de notre application. .ts, c'est donc comme .js, c'est l'extension en fait des scripts TypeScript. Et pour compiler ce code, on va avoir besoin du compilateur TypeScript qui s'installe en faisant un npm install-g de TypeScript. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez effectué cette commande, vous allez pouvoir utiliser la commande tsc pour compiler votre code. Donc si vous faites un tsc de index.ts dans le répertoire de votre projet, TypeScript va donc créer un fichier index.js qui contiendra le code de votre application. Maintenant qu'on est paré, on va pouvoir passer au code et vous allez voir petit à petit les intérêts qu'il y a à utiliser TypeScript. Le premier, c'est donc les annotations de type. Donc pour faire les annotations de type, c'est le fait de définir explicitement le type de telle ou telle variable. On déclare des variables comme d'habitude, donc avec var, et ici je vais faire var prénom égale Alexandre, comme ceci, sauf que je vais pouvoir ajouter à cette variable, juste après le nom de la variable, le type de données, le type de la variable en faisant 2 points string. Et ce 2 points juste après le nom de la variable me permet de définir quel est le type de cette variable. Je mets toujours un espace avant le 2 points, je pense que ça ne change rien, normalement ça ne change rien, mais j'ai l'habitude de l'écrire comme ceci. Voilà, donc là vous avez créé une variable qui est une chaîne de caractères et vous avez dit à TypeScript cette variable sera toujours une chaîne de caractères. Par la suite, si j'essaie de réassigner cette variable à un type différent, si je fais prénom égale 45 par exemple, et bien comme mon éditeur supporte TypeScript, et bien j'ai une erreur immédiatement. Type 45 n'est pas assignable au type string puisque 45 est un nombre. Et donc cette erreur va me permettre de me rendre compte que j'ai assigné à une variable un mauvais type de données. Sauf que je ne suis pas obligé en fait d'utiliser ces annotations parce que il existe dans TypeScript quelque chose de bien pratique qui est l'inférence des types. Et l'inférence des types, c'est le fait de dire que TypeScript est capable de deviner le type d'une variable au moment de son assignement. Je peux donc me contenter d'écrire prénom égale Alexandre, et avec le même exemple que tout à l'heure, si je fais prénom égale 34, voilà, j'ai à nouveau une erreur, la même que tout à l'heure. 34 n'est pas assignable au type chaîne de caractères parce que TypeScript, sans que j'ai eu besoin d'utiliser une annotation, a détecté que prénom était une chaîne de caractères et donc qu'il ne fallait pas changer son type. Les annotations fonctionnent également sur les fonctions. Donc je peux écrire ma fonction, ici je vais définir une fonction greet, et je peux, comme ceci,
ajouter donc à cette fonction des arguments. Le premier argument, ce sera donc un prénom. Et je peux dire à TypeScript que cet argument doit être une chaîne de caractères. Ensuite, dans ma fonction, je fais un alerte de salut plus prénom, comme cela. Et quand j'ai fait ceci, et que j'appelle ma fonction greet en faisant greet prénom, donc j'ai pas d'erreur particulière. Par contre, si je fais greet 45, et bien là j'ai une erreur, puisque TypeScript va me dire que l'argument de type 45 n'est pas assignable au paramètre chaîne de caractères, au paramètre de type chaîne de caractères. Autrement dit, il me dit qu'il faut que je donne une chaîne de caractères à la fonction prénom et non pas un nombre. D'ailleurs, vous avez vu que quand je fais ceci, j'ai immédiatement dans l'éditeur un aperçu des variables, des arguments en fait à utiliser et de leur type. Je peux également définir une valeur de retour pour les prénoms, donc ici plutôt pour les fonctions. Donc ici, plutôt que de faire un alerte, je vais simplement faire un return, donc je vais enlever cette parenthèse ici, voilà. Et ici, quand je fais un greet, vous voyez ici dans l'aide de l'éditeur, j'ai la signature de la fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui retourne une chaîne de caractères. Autrement dit, TypeScript a détecté tout seul le type de retour de la fonction. Mais bien sûr, je peux aussi le définir manuellement en faisant, comme pour les variables, en fait, en ajoutant juste après les parenthèses d'arguments, le type de retour, chaîne de caractères. Si je mets volontairement un mauvais type, j'obtiendrai immédiatement une erreur que chaîne de caractères n'est pas assignable au type nombre. Et donc la fonction est censée retourner un nombre, mais que je retourne une chaîne de caractères. Voilà pour les annotations de type pour les variables et les fonctions. Et donc c'est vraiment très utile quand on fait du code assez gros, parce que on a un retour immédiat de l'éditeur qui permet de dire mais en fait j'ai pas passé du tout les bons paramètres à cette fonction, ou alors j'ai mélangé les types sur telle ou telle variable. Et donc c'est comme je vous le disais, plus de sécurité et plus de productivité. Ensuite, donc je me suis fait une petite liste à côté de moi, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. Dans les fonctionnalités intéressantes de TypeScript, on va trouver, pour rester donc dans le registre des fonctions, des paramètres optionnels. Donc pour définir un paramètre optionnel sur une fonction, je vais rester donc sur cette fonction greet, et je vais définir. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir définir? Je vais pouvoir définir un truc nom de famille qui sera aussi une chaîne de caractères. Et ici, je vais dire plus nom de famille. Et pour dire que ce paramètre est optionnel, donc là j'ai une erreur immédiatement pour me dire que j'ai pas mis le bon nombre d'arguments. Et pour dire à TypeScript que ce paramètre est optionnel, il me suffit de mettre un point d'interrogation à la fin de ce paramètre. Et donc si je fais ça, ici je vais faire un console.log comme ceci, voilà. Et ici je vais faire un console.log de Gérard Dupont, voilà. Et donc pour tester que notre code fonctionne correctement, on va lancer le compilateur en faisant tsc index.ts. Et si on regarde le contenu du index.js, c'est du JS, tout ce qu'il y a de plus classique. Autrement dit, toutes les annotations de type ont disparu. En fait, le typage dans TypeScript, il n'est utile qu'au moment du développement, hein. Il n'a aucune valeur une fois que la compilation est passée, puisqu'en JavaScript, il n'y a pas de typage. Donc c'est vraiment un outil pendant le développement, si votre éditeur le supporte, pour éviter certaines erreurs. Et une fois qu'on a compilé, en fait, on se retrouve avec du JavaScript, tout ce qu'il y a de plus standard.
Donc voilà. Donc là j'ai mon fichier compilé correctement. Je vais pouvoir exécuter ce code. Alors attendez, pour exécuter ce code, voilà, je vais ouvrir le fichier index.html dans un navigateur. Et je vais ouvrir les outils de développement. Et dans la console, on voit bien. Salut. Ah oui, mais j'ai pas mis d'espace. Salut Alexandre Undefined et salut Gérard Dupont. Alors pour faire un code un petit peu plus propre, on pourrait faire un truc du genre var output égale donc salut avec un espace plus prénom. Ensuite if nom de famille, alors output plus égal plus nom de famille, return output. Et voilà. Et là on fait, donc on va compiler le code et quand on l'exécute, on a créé, bon, rien de bien impressionnant, donc ça affiche bien salut Alexandre et salut Gérard Dupont avec les bons espaces. Une fonctionnalité bien pratique qui concerne les fonctions, c'est aussi l'opérateur du reste. Alors c'est une traduction très très moche, mais enfin c'est celle que j'ai trouvée sur le Mozilla Developer Network. Donc en anglais, ce sera rest parameter, qui a donc une utilité bien pratique. En fait, si le dernier argument de votre fonction, ici on va reprendre nom de famille, est précédé par 3 points, comme ceci, comme ceci, s'il est précédé par 3 points, alors cet argument correspondra à un tableau de tous les arguments que vous allez passer à la fonction. Alors parce que j'ai bien conscience que c'est pas une explication très claire. En fait, en gros, vous allez pouvoir faire j'ai pas besoin de faire un... Ouais, je vais garder le console.log. Vous allez pouvoir faire un greet de Gérard. Et puis derrière Gérard, vous allez pouvoir mettre Dupont. Qu'est-ce que je pourrais mettre Dupont, Da Silva. Voilà. Faut que j'en mette un autre. Qu'est-ce que je peux mettre Lorem Ipsum. Son nom de famille, ce sera Lorem Ipsum. Voilà, donc Gérard Dupont Da Silva, Lorem Ipsum. Donc quand vous ne savez pas combien de paramètres, combien de parties par exemple peut comporter un nom de famille, eh bien, en utilisant cet opérateur particulier, les 3 points derrière le nom de l'argument, vous allez pouvoir récupérer toute cette partie, là, la partie Dupont Da Silva Lorem Ipsum, sous la forme d'un tableau. C'est pour ça qu'ici dans la notation de type, j'ai bien mis tableau de chaîne de caractères. Donc si vous voulez dire qu'un type particulier c'est un tableau de chaîne de caractères, vous faites string suivi des crochets qui signifie que c'est un tableau. Et ici, vous allez pouvoir faire plus nom de famille, du coup, point join, comme c'est un tableau, avec un espace, et point join va concaténer en fait toutes les parties de ce tableau. Et puis je vais rajouter du coup un console.log de nom de famille pour qu'on puisse bien voir. Ensuite, donc si on compile le code, hop, et qu'on l'exécute, hop, voilà ce qui se passe. J'ai bien un tableau qui contient Dupont Da Silva Lorem Ipsum, et ça affiche bien salut Gérard Dupont Da Silva Lorem Ipsum, et j'aurais pu ajouter autant de parties que je voulais derrière, et toutes ces parties se retrouvent en fait dans un seul tableau. Du coup, c'est plus pratique que d'avoir à utiliser soi-même l'objet argument, puisque en JavaScript, on peut récupérer en fait tous les arguments passés à une fonction grâce à un objet particulier qui est l'objet argument.
Le problème, c'est que cet objet argument, en fait, c'est pas un tableau à proprement parler. C'est-à-dire que c'est un objet qui contient tous les arguments de la fonction, mais comme c'est pas réellement un tableau, vous n'allez pas pouvoir utiliser de map, de join, de pop, de unshift, toutes les fonctions que vous utilisez habituellement sur les tableaux. Alors que là, avec le rest operator, avec l'opérateur rest, et ces fameux 3 petits points, vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctions habituelles des tableaux, faire des concaténations, etc. Utiliser .join comme je l'ai fait ici. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et si on regarde en fait en interne, on s'aperçoit que après compilation, TypeScript lui va utiliser l'objet argument. Ensuite il va mettre ça dans un tableau. Donc il va itérer sur l'objet argument pour créer un tableau pour qu'ensuite cette fonction là fonctionne. Donc c'est un peu chiant d'avoir à écrire tout ça, et donc c'est bien pratique d'avoir TypeScript pour s'en charger à notre place. Ensuite, on va parler des interfaces, puisqu'on a parlé des annotations de typage pour des objets simples, comme des chaînes de caractères, etc. Mais admettons que vous voulez, par exemple, alors, créer, par exemple, un truc comme ceci, une fonction afficher info et qui prendrait en paramètre une personne et qui afficherait toutes les infos de cette personne. Vous pourriez donc dire passer en paramètre, vous pouvez créer la notation de la manière suivante, c'est-à-dire dire qu'en fait personne a un type objet qui lui-même contient un prénom, qui est une chaîne de caractères, qui lui-même contient un nom, qui est une chaîne de caractères, et puis contient un âge, qui est un nombre, comme ceci. Donc vous pourriez faire ça. Ça fonctionne. Si vous voulez faire des annotations pour les types des différentes propriétés d'un objet, ça fonctionne. Et donc vous allez pouvoir ensuite utiliser cette fonction en faisant afficher info et lui passer en paramètre différents paramètres comme ceci. Donc le prénom c'est Alexandre, et puis le nom ce sera Dupont, et puis l'âge ce sera 32. Voilà, ça fonctionne. Sauf que oui, voilà, j'ai fait une faute de frappe, c'est pour ça. Ça fonctionne correctement, et vous voyez que si jamais je mets des propriétés supplémentaires comme ceci, j'aurai une erreur parce qu'il va me dire que ça correspond pas à la signature de la fonction. Mais c'est un peu pénible d'avoir à écrire tout ça directement dans la signature de la fonction, et puis surtout, vous allez peut-être pouvoir réutiliser cette structure-là dans différentes fonctions, et vous n'allez pas vous amuser à refaire les annotations à chaque fois. C'est là qu'interviennent les interfaces. Donc, je vais enlever ceci, voilà, je vais garder ça pour l'instant, tant pis pour l'erreur. Et là, je peux définir une interface en faisant interface personne. Et ici, je vais pouvoir définir les différentes propriétés de mon interface, que sont donc le prénom, qui est une chaîne de caractères, le nom, qui est une chaîne de caractères, l'âge, qui est un nombre, et pourquoi pas le métier, qui est une chaîne de caractères. Et comme pour les arguments, je vais pouvoir dire, grâce à un point d'interrogation, que une propriété de cette interface est une propriété optionnelle. Ici, je vais mettre que le job, c'est une propriété optionnelle. Et ensuite, je vais pouvoir créer une variable, je vais appeler Alexandre, qui sera donc un objet avec... Alors, je vais pouvoir dire ensuite que cette variable Alexandre a un type personne. Et ici, je vais dire, voilà, comme j'ai dit que Alexandre est un type personne, j'ai immédiatement de l'autocomplétion dans mon éditeur. Donc là, donc le prénom ce sera Alexandre. Ensuite, le nom ce sera Dupont. L'âge ce sera 34. Là, j'ai donc plus d'erreur dans mon éditeur, hormis pour cette petite virgule normalement. Ah bah mince, j'ai quand même une erreur. Oui, bien sûr, il fallait mettre pardon, un égal ici, voilà. Donc là, j'ai plus d'erreur.
Et puis je vais pouvoir aussi lui mettre un job, et le job ce sera cuisinier. Voilà, il sera cuisinier. Si je mets ici dans âge une chaîne de caractères, comme ceci, j'obtiens immédiatement une erreur pour me dire que c'est pas le bon type, comme d'habitude. Et ici, donc, dans la signature de ma fonction, je vais pouvoir dire que l'argument personne correspond à l'interface personne. Et puis, ça fera juste un console.log de personne ici. Et donc, quand j'appelle ma fonction, afficher info, donc là, j'ai la signature de la fonction qui s'affiche, et je vais pouvoir lui passer en paramètre Alexandre. Et donc en fait, grâce à ce système d'interface, je suis certain que mon objet correspond bien à un genre de signature particulière, c'est-à-dire que je suis très certain que mon objet Alexandre va implémenter toutes les propriétés obligatoires de l'interface personne, ainsi que les propriétés optionnelles, avec à chaque fois les bons types de données, etc. Donc je risque pas de faire un objet qui contient n'importe quoi. Encore une fois, tout est une question de sécurité dans le système de typage. Donc ça, c'est pour les interfaces. Une interface, c'est, pour le résumer, c'est en gros un objet qui contient les différents types les types de variables attendues, les types de données attendues pour chaque propriété. Et cette interface, elle va permettre de sécuriser les objets. Il nous reste d'autres fonctionnalités à découvrir. Je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctionnalités de TypeScript, hein, bien sûr. Après, je vous laisserai regarder la doc. Une fonctionnalité intéressante, c'est la fonctionnalité de classe. Bon, c'est pas propre à TypeScript, hein, c'est une fonctionnalité d'ECMAScript 2015. Mais sachez qu'en TypeScript, vous pouvez créer des classes pour simplifier la programmation orientée objet. Et donc pour définir une classe, il suffit de faire comme ceci, classe, puis vous lui donnez un nom. Ici, je vais créer une classe personne. Et puis ensuite, vous ouvrez les accolades. Vous pouvez définir le constructeur de cette classe, comme ceci. Et ici, vous pouvez dire 10.prénom. Alors dans le constructeur, donc on va prendre en paramètre un prénom qui sera une chaîne de caractères et un nom qui sera une chaîne de caractères. Et puis ensuite vous faites un 10.prénom égale prénom. Hop, et 10.nom égale nom. Et ce qui manque en fait, c'est que ici, dans votre classe, il faut pas oublier de définir, vous êtes obligé de définir chaque propriété qu'aura votre objet. Et donc ici, on aura un prénom qui sera une chaîne de caractères, comme ceci, et un nom qui sera une chaîne de caractères, comme ceci. Et donc ça permet de dire que la classe personne a deux propriétés. Vous pouvez aussi en ajouter, donc il y aura un job, qui sera encore une fois une propriété optionnelle. Et puis il y aura un âge, qui sera une propriété optionnelle de type number. Donc là, vous avez créé une classe personne très simple. Vous avez aussi la possibilité dans la définition des différentes propriétés de votre classe, la possibilité de mettre des valeurs par défaut. Ici, vous pouvez dire que job, ce sera une chaîne de caractères et que par défaut, ça équivaudra à développeur. Voilà. Ce qui veut dire que chaque nouvel objet de type personne que vous allez créer en faisant new personne comme ceci aura pour job bien le job développeur. Voilà. Donc là, vous avez créé une classe avec un constructeur. Alors le constructeur, c'est une fonction qui est appelée en fait au moment où vous faites new person. Bien ça va appeler la fonction du constructeur. Vous pouvez y passer des paramètres. Et ici, j'ai créé donc une personne qui a pour prénom Alexandre et pour nom
du pont. Dans cette classe, vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités des classes en JavaScript, en ECMAScript 2015. Donc par exemple, vous allez pouvoir définir des getters et des setters. Si vous faites un get de et mineur, par exemple. Donc si vous faites ça, voilà. Ici, ça renverra un booléen. Et ici, on va retourner en fait return 10.age plus petit que 18. Alors à ce moment-là, on renvoie true et sinon on renvoie false. Pourquoi ça fonctionne pas? Oui, bien sûr. J'ai fait une faute de frappe. Voilà. Ici, donc on renvoie. Si age est plus petit que 18, on va renvoyer true et sinon on renvoie false. Et donc donc le getter en fait c'est une propriété qui est calculée, qui n'existe pas réellement sur l'objet. Et donc si je fais un console.log de p et ensuite un console.log de p.et mineur, en n'oubliant pas de définir un âge sur ma personne, donc en faisant ça je vais faire un p.age égale 12 comme ceci, et si j'exécute ce code, ah bah ça c'est intéressant. J'ai donc ici une erreur du compilateur qui me dit que les getters et les setters ne sont disponibles que en ECMAScript 2015 ou supérieur. Je suis donc obligé d'ajouter une option à la commande tsc, l'option target, pour lui dire que je vise la plateforme ES 2015, comme ceci. Et alors à ce moment-là, je n'aurai plus d'erreur. Parce qu'en fait, TypeScript n'est pas capable de compiler lui-même les getters et les setters dans les classes. Autrement dit, si vous ne lui dites pas que votre target c'est ES 2015, ben vous aurez cette erreur parce que les getters et les setters ne sont pas disponibles en fait dans les plateformes plus anciennes. Et donc si j'exécute ce code et que je fais F5, ça me retourne bien un objet développeur Alexandre avec un nom Dupont, un âge 12, et puis ici j'ai bien le résultat de mon isMinor qui est égal à true. Vous voyez que la propriété isMinor elle n'existe pas réellement, c'est bien une propriété calculée, et donc si on peut s'amuser à la retrouver, après on a bien dans le prototype de cet objet une fonction eMinor, enfin une propriété eMinor avec un getter et un setter, etc. Voilà pour les classes, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est assez standard en réalité. C'est pas vraiment propre à TypeScript, hein, c'est vraiment plus une fonctionnalité de S6, même si de toute façon la documentation explique mieux ce que c'est. Il y a aussi dans les fonctionnalités intéressantes la possibilité de créer des générateurs par exemple, comme ceci, donc de manière assez standard, vous mettez une étoile après le nom de votre fonction, et puis à l'intérieur de cette fonction vous pouvez faire un yield de salut. Pardon, hop. Alors, je me suis trompé, donc vous devez mettre l'étoile après le mot-clé function ici. Et puis ensuite vous pouvez faire un var g égale gen pour initialiser les générateurs. Et ensuite vous pouvez faire g.next, etc. Si vous n'êtes pas familier avec cette syntaxe et avec l'utilité des générateurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui est donc la vidéo sur les générateurs dans la série les design patterns en JavaScript. C'est très utile les générateurs, mais c'est pas une fonctionnalité propre à TypeScript, c'est vraiment plus une fonctionnalité d'ECMAScript 2015. Mais sachez que grâce à TypeScript, vous pouvez tout à fait les utiliser et les utiliser sans problème. Voilà pour cette petite introduction à TypeScript. Alors,
c'est allé un peu vite. J'ai bien conscience qu'on n'a pas vu des exemples hyper intéressants, dans le sens où vraiment pour comprendre quelle est la valeur ajoutée de TypeScript par rapport à du JavaScript standard, il faut avoir été confronté à des problèmes sur des projets un peu plus importants. Même sur des petits projets, vous verrez que le fait d'avoir des types statiques, ça aide beaucoup parce que ça réduit considérablement la prise de tête et les bugs potentiels. Et avec un éditeur qui supporte bien, vous allez avoir de l'autocomplétion qui fonctionne merveilleusement bien, avec des erreurs, un retour immédiat sur toutes les erreurs que vous faites. Et c'est très important. Du coup, puisque j'en parle, j'utilise ici Visual Studio Code comme éditeur. Je sais que j'en ai déjà parlé brièvement dans la formation à JavaScript, mais bon, tout le monde n'est pas en train de... Tout le monde ne l'a pas regardé. Visual Studio Code, c'est un éditeur gratuit et multiplateforme qui fonctionne très bien avec TypeScript. La raison pour ça, en fait, c'est que TypeScript, c'est un projet initié et soutenu par Microsoft, et que donc c'est normal qu'on ait un bon support de TypeScript dans les éditeurs qui sont maintenus par Microsoft, donc toute la gamme Visual Studio. J'aime vraiment beaucoup cet éditeur. Maintenant, c'est pas le seul à supporter TypeScript, mais Visual Studio Code supporte TypeScript sans aucun plugin particulier. Après, ça fonctionne aussi très bien dans WebStorm, dans Atom ou dans Sublime Text, mais vous aurez peut-être besoin d'installer certains plugins pour avoir de l'autocomplétion, comme j'en ai moi dans mon éditeur. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos. Et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.